Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juillet 2026 en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous nous rejoignez dans cette première édition d'information sur notre antenne qui partira du Burundi où des dizaines de milliers de réfugiés congolais ayant fui les violences dans la partie est du pays tentent tant bien que mal de reconstruire leur vie dans des camps sans renoncer à rentrer chez eux. Nous retrouvons sur place à Bujumbura notre envoyé spécial Dien Balaka en compagnie de Didier Diawa. Des milliers de Congolais vivent aujourd'hui sous des abris de fortune au camp de Makombe, dans l'ouest du Burundi. Entre bâches, points d'eau et espaces de loisirs improvisés, chacun tente de reconstruire un quotidien malgré les blessures de l'exil. Maji nayo hatuna problème ya maji. S'il arrive que nous avons des problèmes d'eau, et donc c'est un problème général qui touche tout le monde. Furuse yenye natupokezaka tunaichangia na bakaji. Derrière chaque tente, un même rêve, retrouver la paix et rentrer au pays. Magumu ya kwanza ni ile sababu mkimbizi hauna uwezo wa kujitafutia gisi unaweza kusikia, unakutana unakulishwa, wanakupigia. Les conditions dans lesquelles nous vivons ici au camp, on ne mange pas selon ce qu'on veut. Nous mangeons ce qui nous est présenté. Régime. Unakutana mtu kunaishi mu regime wanakia mpigia chakula yenye hakulaki kulingana na sante yake hairuhusu, lakini analazimika akule tu azuie kwanza nani asikufe na njala, lakini malgré hairuhusu. Les réfugiés lancent un appel aux autorités congolaises et à la communauté internationale pour accélérer les retours de la sécurité en RDC et rendre possible un rapatriement volontaire, digne et durable. Dans l'actualité également, maintien de la paix et quiétude dans des quatre coins de la ville de Kinshasa. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a supervisé à cet effet une vaste opération de contrôle des patrouilles. Question de s'assurer l'application ferme des instructions du président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les services de défense et de sécurité. C'est un reportage signé ici par Jonathan Moubalama et Shora Mazaza. Une nuit blanche sur le terrain pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, à la tête d'une vaste opération de contrôle et de patrouilles. Elle a sillonné plusieurs points stratégiques de Kinshasa afin de s'assurer de l'application effective des instructions du président de la République et commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par les services de défense et de sécurité. Des principaux axes routiers aux zones jugées sensibles, la mission a couvert un vaste périmètre allant de Kassangoulou à l'échangeur de Limité, de Maluku jusqu'à la limite avec la province du Kwango, en passant par Menkao et l'aéroport international d'Ndjili. Tout au long de cette descente nocturne, la vice-ministre de l'Intérieur a privilégié les contacts directs avec la population. Objectif, évaluer les climats sécuritaires, recueillir les préoccupations des habitants et obtenir des informations de première main sur la situation du terrain. Dans certaines localités, autrefois marquées par l'insécurité et l'incursion des miliciens Mobundo, les habitants témoignent aujourd'hui d'un retour progressif de la quiétude. Une évolution qui, selon les autorités, traduit la volonté du chef de l'État de renforcer la protection des populations et de restaurer durablement la sécurité. Ni l'obscurité, ni les broussailles, moins encore les contraintes du terrain n'ont freiné la détermination de la vice-ministre de l'Intérieur. Jusqu'à la dernière étape de cette mission de terrain, Eugénie Tshilakamba a tenu à vérifier personnellement l'effectivité des dispositifs sécuritaires déployés pour garantir la protection des personnes et de leurs biens. De Kinshasa, nous partons pour Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe où séjournent les vice-premiers ministres, ministres en charge de la fonction publique, Jean Yaou, si place il a échangé avec les femmes des policiers et militaires sur les régimes spéciaux de sécurité sociale des hommes en uniforme, bien avant de s'entretenir avec la population et autres forces vives de la vie du Nongo. Explication dans ces reportages signés Nadine Kilosho, Sedi Kedina et Moke Maluma.
C'est un moment historique pour la province de Mai-Ndombe. Après Mbandaka, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, est arrivé le dimanche 5 juillet 2026 à l'aérodrome d'Inongo. Sur place, le responsable de ressources humaines de l'État a été accueilli par le gouverneur de province Koso Kevani dans une ambiance marquée par des chants, des ovations et des manifestations de joie. Je suis venu évaluer les fonctionnements de services publics ici dans la province de Mai-Ndombe, ensemble avec les autorités provinciales. Palper du doigt les difficultés auxquelles font face les agents et fonctionnaires de l'État dans l'accomplissement de leur mission. Et je sais qu'elles sont nombreuses, ces difficultés-là, et voir comment nous allons y réserver des réponses appropriées. Face à l'enthousiasme populaire et sur insistance de la population, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a parcouru à pied le trajet reliant l'aérodrome à sa résidence temporaire. À sa résidence, l'affluence toujours grandissante de la population a conduit le vice-premier ministre à improviser une adresse publique. Devant une foule attentive, il a présenté les principales avancées enregistrées dans le cadre de la réforme administrative. Bakolo on alobi bakokende retraite ezala a na Mai-Ndombe ba jeune moto bako remplacer mais ba jeune wana pe naza kolobango awa polele na lingi mongongo na ngai yokana na kondima lisusu te makambo oyo ya ba recommandation makambo oyo ya ba privilège ya bana ya tokosalisa ndenge mokonzi ya mboka lingi ba concours. Dans la suite, le vice-premier ministre a procédé à la sensibilisation des épouses, des veuves et des orphelins des militaires et policiers sur la réforme du régime spécial de sécurité sociale géré par la SANSAP, grandissant une meilleure protection sociale aux familles des serviteurs de l'État. Et en Ituri, le gouverneur militaire, le général-major Gabi Kasongo Mulumba engage la RTNC Bunia dans une nouvelle dynamique, celle la sensibilisation, la population de cette partie territoire national à la paix, au vivre ensemble ainsi qu'à la santé publique face à la lecte, à la maladie, à virus Ebola qui s'est vu dans cette partie du territoire national. On en parle dans ce reportage signé Junior Selemani et Mamita Bengudu. Stabilisation de l'Ituri, le gouvernorat de province et la RTNC Ituri veulent conjuguer les efforts pour des résultats escomptés. Un engagement pris ce lundi 6 juillet courant. C'était au cours d'un échange franc et sincère que le gouvernement militaire a eu avec le staff dirigeant de ces médias publics, en tête Banks Mubengwa Katonji. De l'occasion, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kasongo Mulumba Gabi, a sollicité l'accompagnement de ces médias publics pour la mise en œuvre de sa gouvernance axée sur la valorisation des efforts de paix de forces armées à travers des émissions de sensibilisation, de vivre ensemble, la réconciliation, le pardon, la cohésion sociale ainsi que la lutte contre le virus à maladie Ebola. Le numéro 1 de la RTNC en Ituri exprime sa satisfaction à l'issue de cette rencontre. Il était de notre devoir comme la chaîne officielle de venir présenter les civilités, obtenir de lui des orientations, lui signifier notre souci d'accompagner sa politique parce que c'est aussi notre mission, celle d'accompagner la politique de l'autorité légalement établie. Et c'est pour cela que nous sommes venus et de lui nous avons reçu toutes les orientations nécessaires quant à cela. D'abord, il a demandé que nous ayons un comportement citoyen. Nous privilégions plus la pacification de cette province. La RTNC, comme un canal de communication, peut jouer un rôle très important pour sensibiliser la population dans la pacification, dans la cohésion sociale, dans la cohabitation. Et il nous a demandé également de favoriser le message de lutte contre la maladie et le virus Ebola. Vous le savez, l'Ituri est confronté à cette épidémie depuis le 15 mai. Banks Mubengwa Katonji évoque également d'autres préoccupations soumises à l'autorité provinciale. D'abord, la province de l'Ituri n'a pas de chaîne de télévision. Même la chaîne de radio qui travaille est en train de se relever. Après moult préoccupations, nous lui avons dit les soucis que nous avons. Nous sommes en train de finir le bâtiment qui va abriter la télévision. Le bâtiment est dans la phase de finition. Ce genre de rencontre que pourra se poursuivre, question de consolider le niveau de collaboration afin de redorer l'image de la RTNC pour qu'elle récupère ses lettres de noblesse dans cette province.
Des retours à Isiro, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, s'est félicité des retombées positives enregistrées juste après sa mission qu'il a effectuée récemment à Kisangani sur le renforcement de la situation sécuritaire dans son entité territoriale. Reportage signé Nathalie Mboula à Kabea. 5 jours francs, c'est la durée de la mission officielle que le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, vient d'effectuer à Kisangani dans la province sœur de la Tchopo sur invitation de la haute hiérarchie nationale. 5 jours d'intenses activités, mais aussi 5 jours de fructueux contacts pour la recherche des solutions, surtout à des questions d'ordre sécuritaire touchant sa population. Nous avons fait l'état des lieux de nos provinces respectives, l'état des lieux sur le plan sécuritaire. Je pense que plusieurs mesures vont être prises pour renforcer ce qu'il y a déjà. En marge de ces réunions, certaines questions ont commencé à trouver des solutions. C'est le cas de la formation des éléments de la police nationale. Nous avons un quota pour le Haut-Ouélé. Les premiers policiers seront formés, recrutés ici et formés à Kapalata. Beaucoup d'autres questions liées à la sécurité, les ADF, les Mororo ont été évoquées, des propositions ont été faites et les pistes de solutions seront trouvées. À l'aller comme au retour à Isiro, le samedi 4 juillet 2026, Jean Bakomito Gambou était accompagné de son vice Christophe Daramatata et de plusieurs experts membres du comité provincial de sécurité et de son gouvernement. Les commandants suprêmes, nous l'avons dit, à tout moment, nous avaient déjà soutenus en envoyant des hommes, des matériels. Et petit à petit, la paix revient totalement parce qu'elle sera imposée s'il est faux. Nous allons demander au commandant de la police, au commissaire général, de sensibiliser les jeunes à intégrer la police. Il y a un concours qui sera fait. Il faut qu'ils viennent, ils viennent nombreux. C'est aussi ça un moyen de servir les pays, de servir la province. Ils doivent être fiers d'accéder à la police où ils vont servir les pays sous la vision du président de la République, commandant suprême. Dans l'entretemps, le gouverneur du Bas-Ouélé, Mac David Moukeni Amissi, a regagné Buta à chefler la province après une mission de travail qu'il avait conduit à Kisangani où il a pris part à une réunion stratégique des gouverneurs de la Grande Orientale du Grand Kivu consacrée notamment au renforcement de la sécurité du pays dans sa partie plus précisément Est. On en parle dans ce reportage. Accueilli à l'aéroport de Boutazega par le vice-gouverneur, le comité provincial de sécurité, les autorités politico-administratives, ainsi que les cadres et militants du parti Agir pour le Congo, le gouverneur du Bas-Ouélé, Mike David Moukeni, a indiqué que les assises de Kisangani ont permis d'harmoniser des stratégies sécuritaires entre les provinces concernées et de faire le point sur la formation de nouvelles recrues de la police nationale congolaise à laquelle prennent également part les jeunes du Bas-Ouélé. Merci la population tout entière pour l'accueil chaleureux. Nous étions invités à Kisangani, les 4 gouverneurs issus de la Grande Orientale ainsi que le gouverneur du Nord Kivu pour discuter de certains aspects sécuritaires. Cette réunion a produit de bons fruits car grâce à ces assises, on a pu quand même décrocher des renforts importants pour mieux sécuriser nos populations et cela dans tous les territoires. Je profite aussi de l'occasion de remercier la population qui ont décidé d'accompagner à l'unanimité la vision du chef de l'État, celle de réfléchir à cette constitution qui n'a plus grand-chose à apporter à notre nation. Cette mission traduit la volonté des autorités provinciales de renforcer leur collaboration avec le gouvernement central afin de consolider la paix, la stabilité et la sécurité au bénéfice des populations du Bas-Ouélé. Et à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, 3 nouvelles unités de production ont été inaugurées. Il s'agit entre autres de la première usine de production de type carré en ADC de la société de transformation de fer ainsi que des usines de production des câbles électriques armés. Explication d'Yen Balaka. L'industrialisation prend un nouveau tournant en RDC. À Lubumbashi, 3 nouvelles usines de transformation ont été mises en service, illustrant ainsi la volonté du gouvernement de promouvoir les produits fabriqués afin de réduire la dépendance aux produits manufacturés importés.
Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et les ministres de l'Industrie, Justin Kalumba, ont procédé tour à tour à l'inauguration de la première usine de production des tubes carrés en RDC de la société de transformation de fer Sotrafer, avec une capacité de 1500 tonnes par mois et des usines de production des câbles électriques armés. Toutes ces entreprises vont bénéficier de l'accompagnement du gouvernement avec des mesures de sauvegarde de l'industrie locale et l'assouplissement de la taxation, a dit Julien Paluku. Je salue le fait que ce pays est en train de rompre avec la logique de l'exportation des minerais à l'état brut. Le ministre de l'Industrie, lui, appelle d'autres provinces à s'inspirer de ces modèles pour souveraineté économique et industrielle du pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de gagner la bataille de la souveraineté économique. Et nous, comme ministre du Commerce extérieur, nous allons accompagner ces complexes en prenant des mesures de restriction des importations parce que nous avons la capacité productive au niveau interne. Avec toutes ces industries, plus de 25 000 emplois directs viennent d'être créés par le groupe 20 Mart, propriétaire de ces entreprises. Et à Kinshasa, après avoir rencontré l'opposition politique, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président, était reçue par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. Leurs échanges ont tourné entre autres autour des récentes manifestations des 12 juin dernier et celles prévues dans les jours à venir dans la capitale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations menées par la Commission nationale des droits de l'homme pour recueillir la version officielle du gouvernorat concernant les manifestations du 12 juin dernier marquées par des incidents. D'après les présidents, la CNDH, Paul Tsapo, toutes les parties prenantes, organisateurs, blessés, forces de l'ordre et autres autorités sécuritaires ont été déjà entendus. Le rapport final, qui rassemblera ces différentes versions, sera publié dans les prochains jours. Au cours de leurs échanges, la question des nouvelles mobilisations prévues dans la capitale a également été abordée. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a informé la délégation de la CNDH que des négociations sont déjà engagées en provision. La manifestation annoncée pour le 8 juillet prochain. Ces discussions réunissent les différentes parties prenantes, question d'éviter de nouveaux débordements. Nous avons eu l'information auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, en perspective de manifestations qui sont prévues le 8 juillet. Ils auront déjà les négociations qui vont commencer. La Commission nationale des droits de l'homme y participera avec une voix consultative conformément aux demandes exprimées par plusieurs acteurs politiques et sociaux. Cette implication de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC dans le processus de dialogue est perçue comme une garantie supplémentaire de transparence et de respect des droits fondamentaux. L'opposition qui avait rejeté l'organisation de la manifestation du 12 juillet prochain sera également conviée à la table des négociations. Et un peu plus loin d'ici, sensibilisation à Bandundu dans les coups des femmes leaders et politiques à l'entrepreneuriat et le développement et sur les enjeux politiques de l'heure, au menu la valorisation des compétences des notions de gestion ainsi que l'autonomisation financière. Faisant d'une pierre deux coups, la Ligue de femmes du parti politique AFDCA, fédération de la ville de Bandundu, dirigée par sa coordonnatrice Flore Kinata, a organisé en marge de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, une conférence débat portant sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. Pour Madame Flore Kinata, la véritable indépendance doit avant tout s'accompagner d'une prise en charge économique par les femmes elles-mêmes. De son côté, le président fédéral de l'AFDC à Kwilu, M. Jean-Dédier Niamoussoudi, est revenu sur le principe et les idéaux du parti cher au professeur Modeste Bahati-Lukwebo qui place l'argent féminin au centre du développement économique de la République démocratique du Congo et de son autonomisation. S'en est suivi des questions-réponses qui ont apporté de lumière aux participants et participantes à cette conférence débat. Et à Kinshasa, les cadastres, il y a un nouveau cadre de services. L'autorité régulatrice du domaine minier a officiellement pris possession de son tout nouveau siège hier lundi, situé sur le boulevard du 30 juin. C'est un reportage signé Lucie Lavici Senda et Patrick Kachala.
C'est par cette coupure du ruban symbolique par le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, qu'une nouvelle page s'ouvre pour le cadastre minier. Au 33 du boulevard du 30 juin, un immeuble moderne de 6 étages devient le nouveau visage de l'établissement. Symbole d'une administration tournée vers la performance, a dit le secrétaire général aux mines, représentant le ministre Watum Empêché. Et le symbole tangible d'une administration qui se transforme, qui se modernise et se donne progressivement de moyens nécessaires pour répondre aux exigences d'un système minier devenir stratégique à l'échelle mondiale. Pour le directeur général Popol Mabolia Yenga, ce siège marque un nouvel élan pour les secteurs miniers. Je voudrais en cet instant exprimer la gratitude du cadastre minier à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa confiance renouvelée, et à Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour l'attention particulière portée au secteur des ressources naturelles. Ma reconnaissance va également à l'endroit de l'autorité de tutelle, Son Excellence Louis Watum, pour son accompagnement constant. Le PCA, Crispin Bindoulé, a réaffirmé quant à lui l'engagement du CAMI à servir la nation avec efficacité et responsabilité. Le cadastre minier réaffirme son engagement à servir la nation avec loyauté, rigueur et responsabilité, afin que chaque titre minier délivré soit porteur de confiance et de sécurité, d'emploi et de prospérité pour notre pays. Une cérémonie d'inauguration qui a réuni décideurs politiques, partenaires ainsi que les agents et cadres CAMI autour de cette nouvelle vitrine de l'administration minière. Nous allons à présent parler santé dans ce journal. L'hérité des savoirs ancestraux, les plantes médicinales occupent une place importante dans les habitudes de nombreuses familles en République démocratique du Congo. Elles sont notamment utilisées pour prévenir et traiter également naturellement les maux quotidiens. Notre conseiller Béatrice Chako a rencontré une phytothérapeute. Question de mieux comprendre cette pratique, ses atouts, ses limites ainsi que les précautions à observer. Voici son reportage. Les plantes médicinales soulagent, préviennent, guérissent plusieurs maladies. La phytothérapie est la branche qui prend en charge tout ce qui est plantes médicinales, véritable héritage de la tradition. Bien canaliser ces secteurs peut être générateur des recettes. Madame Mimi Kumbu, phytothérapeute depuis 35 ans, a mis en place un cadre de régulation avec l'appui du ministère de la Santé. La phytothérapie est une branche de la médecine traditionnelle. Nous utilisons des plantes naturelles. Les médecins vous donnent seulement la prescription. Et à partir des pharmacies, vous allez acheter ce que le médecin vous a prescrit. Si je reçois un malade, je fais la consultation. Après la consultation, je n'ai pas le temps d'attendre qu'un pharmacien fait le produit pour moi. Moi-même, je fais le produit selon la plainte du malade. On ne cherche pas la solution de loin avec la médecine traditionnelle. Avant la colonisation, nos parents, nos ancêtres, ils se fait soigner eux-mêmes. Il n'y avait pas de médecin, de laboratoire, il n'y avait pas de pharmacie. Souvent, nous sommes négligés. On ne prend pas de nous. On nous traite toujours comme des charlatans. C'est ce qui nous fait mal. Même notre ministre, il est là, il nous écoute. Il collabore avec nous parce que nous avons la connaissance. Notre pays regorge d'une immense richesse en matière de flore et des ressources naturelles. Malheureusement, ce patrimoine est sous-exploité alors qu'il peut contribuer efficacement à l'amélioration de la santé de la population. Cependant, il est important de préciser que la phytothérapie n'a rien à voir avec la sorcellerie, le fétichisme ou les gris. Et puis la conception des messages et des supports de communication pour renforcer la réponse contre la 17e épidémie des maladies à virus Ebola, la partie est du pays, la prise en charge des violences basées sur le genre. Ce sujet était au centre d'un atelier organisé à Kinshasa. D'autres précisions dans ce reportage. La résurgence de la maladie à virus Ebola en Ituri, au nord et au sud Kivu, a progressivement éloigné les communautés congolaises des services de santé. C'est le cas par exemple avec les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants. Pour faire face à cette situation, 4 jours de travaux organisés par les centres d'opération
d'urgence de santé publique COUPS, en collaboration avec l'UNFPA, ont suffi pour contextualiser des messages et des supports de communication adaptés dans le cadre de la riposte de cette épidémie. Objectif, renforcer la communication avec les communautés afin de les rapprocher davantage des services de santé. Pour le responsable de l'INFPA, Emmanuel Pajot, la communauté doit être au centre d'intérêt. La communauté est au centre de tout. Ebola ne pourra jamais être combattu si la communauté et les personnes concernées ne sont pas situées au centre de l'attention. Les communautés doivent être intégrées, questionnées, et aussi doivent être actrices. La responsable de l'information des COUPS, Dr Pierrette Moubadi, a exprimé sa satisfaction sur l'atteinte des objectifs. L'UNFPA a voulu appuyer les ministères de la Santé publique à travers l'Institut national de santé publique. Voilà, nous sommes fiers, nous sortons d'ici avec un recueil de messages et de supports qui seront prétestés au niveau des communautés. Dans les tout prochains jours, ces outils acquis seront expérimentés dans différentes provinces concernées, c'est avant leur traduction dans les principales langues nationales. En santé, et puis juste après la santé, nous allons parler environnement. Environ 500 000 ménages répartis dans cette province ont été ciblés pour la campagne de communication destinée à appuyer la diffusion des solutions de cuisson propres, écologiques en République démocratique du Congo. Reportage signé Jacques Kababa et Émilie Kaindo. Près de 500 hectares de forêts primaires sont détruites en République démocratique du Congo du fait de la déforestation, la production de charbon et des exposés minières. Une situation préoccupante pour les forêts du bassin deuxième au monde après l'Amazonie. Côté de l'électricité, nous devons mettre en place des mécanismes qui nous aident à utiliser l'électricité à bon escient. C'est-à-dire, ça ne sert pas d'aller couper le bois pour venir préparer avec. Et nous mettons en place des mécanismes de telle sorte que les personnes ou les ménages qui veulent électrifier leur pays de façon optimale éviteraient de couper le bois, mais utiliseraient uniquement les instruments qui sont légaux, qui sont recommandés de tels, par exemple le mbaboula économique, qu'il faut améliorer de façon succincte. Pour pallier à ce que les spécialistes appellent catastrophe, le ministère de l'Environnement a lancé la campagne Mbaboula économique, traduisez brasier économique, un outil destiné à trouver des solutions pour une cuisson non polluante. L'unité de coordination pour l'investissement de la forêt sera en campagne de vulgarisation dans cette province. Et en politique, les rassemblements des compagnons de Etienne Tshisekedi pour les changements et les progrès sociaux demandent à la coalition C64 de respecter les peuples congolais en lui disant la vérité sur les véritables raisons du report de sa marche prévue le 8 juillet. Lisanga Bunganga parle des manœuvres dilatoires et d'incapacité à mobiliser. Je vous propose de l'écouter au micro de Joséphine Yondo et Fifi Mukundi. Le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a suivi sans surprise par voie de presse la décision de la coalition C64 de reporter sa marche initialement prévue le 8 juillet 2026. Le RCT-CPS s'interroge sur les véritables raisons de ces reports, d'autant plus qu'aucune source officielle ni aucun média n'a confirmé l'existence d'une quelconque invitation adressée à la coalition C64 par le président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. D'où proviendrait alors cette invitation dont les responsables de la coalition C64 parlent avec autant d'assurance? Pour le RCT-CPS, il ne s'agit que d'une manœuvre dilatoire visant à induire en erreur l'opinion nationale et internationale, en particulier le peuple congolais. En tout état de cause, le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social souhaite que le président Évariste Ndayishimiye ait l'esprit alerte pour distinguer le vrai de l'ivraie. Pour le RCT-CPS, la vérité repose notamment sur les principes suivants. Le respect des institutions légalement établies, en particulier l'institution président de la République. Condamnation de l'agression rwandaise et sa charge
de 10 millions de morts, le respect du peuple congolais en lui disant la vérité. Nous avons dit et nous vous remercions, les signataires. Donc, pour ces propos recueillis, c'était là également la dernière information de cette première édition du journal sur notre antenne. Merci de l'avoir suivi sur où que vous soyez dans le monde. L'actualité se poursuit sur notre chaîne en français, également dans les 4 autres langues de diffusion. D'ici là, toute l'équipe de la rédaction à la réalisation vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne. Merci et à demain.